Résistance! Résistance! Quel accueil! Mais je sais qu'à Dijon, on accueille bien, en général. Il y a longtemps que je ne suis pas venu, en fait. Bien. Merci de ces mots. Un honneur, c'est moi qui ai l'honneur d'être ici. C'est toujours ce que je dis, que c'est un honneur de rencontrer les militants et tous les sympathisants de nos listes qui font toutes ces campagnes merveilleuses et qui sont en train de remplir toutes les salles, ce qui pose problème à pas mal de gens, en France. Je vais commencer par un hommage. Je n'avais pas prévu de le faire, mais malheureusement, on a eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. C'est la disparition de Leila Chaïd, ambassadrice de Palestine en France, puis ensuite au niveau de l'Union européenne, grande combattante de la cause palestinienne, grande diplomate aussi, femme de bien, intellectuelle, que j'ai eu cette chance, l'occasion de rencontrer très souvent. Je dis ça, évidemment, cet hommage, mais ça me permet aussi de dénoncer la politique du gouvernement sur la question palestinienne. Vous avez peut-être suivi qu'il y a quelques jours, le ministre Barrot a décidé de demander la démission de Francesca Albanese, qui était la représentante, enfin qui est toujours la représentante de l'ONU dans les territoires palestiniens. C'est un pur scandale. C'est un pur scandale parce que, nous le savons, cette décision est venue d'une députée qui a inventé un fake news, et malgré le fait que le Quai d'Orsay ait reconnu cette fake news, n'empêche, M. Barrot demande toujours la démission de Francesca Albanese. Au moment même où, si Emmanuel Macron respectait ses promesses, la France aurait dû aujourd'hui ouvrir une ambassade en territoire palestinien, puisqu'il avait assuré au moment de la reconnaissance de l'État de Palestine que la France ouvrirait une ambassade dès lors qu'il n'y aurait plus d'otages dans les mains du Hamas, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous comprendrez que je vais du coup surtout parler de questions nationales. Olivier, Dominique ont bien rappelé, et les autres, pourquoi il était important de voter Dijon populaire, de voter aussi pour le communalisme, qui est notre programme pour les élections municipales. C'est un beau mot, communalisme. Commun, mise en commun, logement, biens publics, écologie populaire, et puis aussi la commune, qui pour nous reste le premier échelon de la démocratie et qui est fortement attaqué justement par des années d'austérité, mais aussi des remises en question de ses prérogatives. Mais je dois dire qu'il y a plein de raisons de voter Dijon populaire, comme toutes les listes que nous présentons en France. Il y a les raisons locales, pour faire en sorte que les gens vivent mieux. Et de ce point de vue-là, ils savent qu'ils peuvent surtout compter sur les insoumis. Parfois avec des alliés quand ils se présentent. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mais il y a aussi d'autres raisons. C'est que notre bulletin de vote, il est double. Il est celui d'une censure et à la fois du refus du monde de Trump. Je dis ça parce que le monde de Trump, au départ, nous disions il y a quelque temps qu'il fallait quelques années avant que ce qui se passait aux États-Unis arrive en France. Je dois dire que les choses, ces temps-ci, s'accélèrent fortement, malheureusement, et qu'une espèce de contagion est en train de gagner les dirigeants politiques de ce pays, les responsables, ou plutôt irresponsables politiques, et que c'est bien de cela qu'il s'agit quand nous demandons à nos concitoyens de mettre un bulletin de vote, ici Dijon populaire, ailleurs insoumis, ou quel que soit le nom. D'abord, un bulletin de vote, effectivement, qui vaut censure. Pourquoi ? Parce que cette élection est la première élection depuis juillet 2024. Celle où Emmanuel Macron nous a volé la victoire. Et c'est la dernière élection, ça a été dit tout à l'heure, avec beaucoup d'espérance que je partage, avant l'élection évidemment nationale, présidentielle et législative de 2027. Donc la première chose que nous devons dire à nos concitoyens, parce que tous les sondages d'opinion montrent que ces gens-là n'ont pas plus de popularité qu'ils ne l'avaient quand ils ont été battus dans les urnes, c'est que le bulletin de vote Dijon populaire,
sert à censurer les gouvernements du 49-3. 32 49-3 depuis 2022. 32 49-3 parce que ces gouvernements sont minoritaires et que seuls les artifices de la Ve République ont permis à Emmanuel Macron de les maintenir au pouvoir. Oui, c'est une manière de censurer ces gouvernements macronistes. Mais c'est une manière aussi de censurer ceux qui leur permettent aujourd'hui de rester au pouvoir. Je parle de ceux qui affichent un soutien sans participation au macronisme, c'est-à-dire le Parti socialiste. À cause d'eux, nous allons donc subir pendant plus d'un an encore un budget d'austérité. Un budget dont la caractéristique première, et c'est là que je vais commencer, est finalement ce qui caractérise le macronisme. Qu'est-ce que le macronisme ? Qu'est-ce qui le caractérise par rapport aux différents gouvernements de droite qui se sont succédés pendant la Ve République, et notamment depuis une trentaine d'années ? C'est le fait qu'il est en train de constituer dans le pays une noblesse d'argent. Et je pèse mes mots. Une noblesse d'argent parce qu'il ne s'agit pas seulement de permettre à des gens de s'enrichir de leur vivant, mais également de faire en sorte que leurs enfants, leurs rejetons, leurs enfants, qu'ils soient garçons ou filles, à peine savent-ils marcher que déjà ils sont immensément riches du fait de cadeaux fiscaux. C'est donc une noblesse d'argent qui a été finalement la raison profonde pour laquelle ce gouvernement a entendu ne rien céder pendant le débat budgétaire. Je vais commencer par parler d'Amélie de Montchalin, parce qu'elle a un peu d'actualité aujourd'hui, qui, au moment où le débat se faisait, j'allais dire, intense sur la question de taxer les ultra-riches, a expliqué, en réponse à une députée qui lui disait « Mais je ne comprends pas, votre prédécesseur, Éric Lombard, vient de dire qu'il y a des milliers de personnes dans ce pays qui payent 0 € d'impôt sur le revenu », a répondu « Il n'est pas vrai de dire que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Aucun document de Bercy ne montre une telle chose. Si tel était le cas, voilà bien longtemps que cette situation aurait été corrigée. » La bonne blague, la mauvaise blague, la blague mensongère. Parce qu'il se trouve que j'ai été à Bercy suite aux affirmations d'Éric Lombard et qu'il m'a fallu quelques minutes pour découvrir quelques documents qui montraient, certes de manière parcellaire, mais qu'effectivement, il y avait au moins des milliers de personnes qui payaient soit pas d'impôt sur le revenu, soit un impôt sur le revenu ridicule par rapport à leur fortune et leurs revenus estimés. Et figurez-vous qu'à Bercy, on m'avait promis un autre document. On m'a dit, vous allez recevoir des documents complémentaires. Je les ai attendus, on m'a dit ça le 27 janvier. J'apprends que le ministère, ce qui est totalement interdit, a choisi de les envoyer à mes collègues et homologues du Sénat, sans doute parce que c'était de couleur politique de ceux qui n'ont pas censuré le gouvernement. Peut-être que c'est un hasard que le président de la Commission des finances insoumis n'ait pas reçu ces documents qui sont tombés aujourd'hui. Il y a un document du Monde et qui montre effectivement que déjà il y a un minimum 13 000 personnes dans ce pays, parmi les plus riches, puisque c'est ceux qui payent l'impôt sur la fortune immobilière, qui payent 0 € d'impôt sur le revenu. 13 000 personnes. Et encore, je vous assure, c'est beaucoup plus en réalité. Parce que ça, c'est sur la fortune immobilière. Et comme on sait que depuis la suppression de l'ISF, ceux qui tirent leur fortune des revenus dits mobilières, c'est-à-dire le capital, pour aller vite, je schématise, ne sont plus taxés, bon, on n'a même plus de données à Bercy. On ne sait même pas quelle est la fortune de ces gens-là. Donc si on avait le même type de renseignements sur ceux qui tirent leur patrimoine de leurs revenus, principalement du capital, très certainement que ce chiffre de 13 000 serait largement sous-estimé. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Mme de Montchalin ait osé m'expliquer et osé expliquer à l'Assemblée nationale qu'il n'y avait pas de documents comme ça à Bercy. Elle, qui est la ministre de Bercy, et moi, qui ai découvert en très peu de temps ces documents, et Bercy a mis quelques jours, finalement, à établir même la liste qui est faite sur les impôts de 2024. Donc c'est clair qu'à minimum,
c'est un demi-mensonge. Et un demi-mensonge, ça ne fait pas une demi-vérité. Et un demi-mensonge, c'est très gênant pour quelqu'un qui va être nommé président de la Cour des comptes, où justement, la principale qualité, c'est qu'au moins les informations soient absolument fiables, non discutables, etc. Autrement dit, aujourd'hui, ici à Dijon, puisque j'ai appris cette nouvelle, je demande instamment que Madame de Montchalin ne soit pas nommée par le président de la République, président de la Cour des comptes. Oui, c'est une noblesse d'argent. Je vais vous expliquer comment cette noblesse d'argent s'est créée et qui est au cœur justement de ce budget. Le résultat de cette noblesse d'argent, c'est que les 500 plus grandes fortunes de ce pays, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous donner plein de chiffres, mais les 500, celui-là vaut le coup quand même. Les 500 plus grandes fortunes de ce pays ont vu depuis 2017 leur fortune doubler. Et croyez-moi, quand leur fortune double, ce n'est pas le SMIC. Ils ont gagné juste 600 milliards en plus à 500 personnes. Ce qui fait que leur fortune aujourd'hui, qui était estimée à peu près à 20% de notre richesse globale, ce qu'on appelle le PIB, aujourd'hui est à 40%. C'est passé de 20 à 40%. Alors, ceux qui défendent ce système nous disent « mais vous en voulez aux riches, quoi, c'est terrible. Quoi. Comment ça, vous ne supportez pas les riches ?» Mais ce qu'ils ont été gagnés, ça profite à tout le monde. Il y a un petit problème. C'est que pendant le même temps, de 2017 à aujourd'hui, la richesse nationale, elle, n'a pas doublé. Donc si leur richesse a doublé à ces 500 personnes, ça veut dire qu'inévitablement, ils ont doublé leur richesse sur le dos de tous ceux qui produisent des richesses dans ce pays. Les salariés, les indépendants, les artisans, les commerçants, les PME, etc. Voilà le macronisme. Et ça, il l'a fait comment? En supprimant l'ISF, en faisant une espèce de bouclier social pour le capital qui s'appelle la flat tax, qui fait que quand vous gagnez votre argent par du capital, eh bien, vous ne pouvez pas être taxé au-delà de 30%, donc beaucoup moins que, évidemment, les revenus du travail. Voilà la constitution même du macronisme, qui fait que, au-delà de ces 500 personnes, quelques milliers de personnes dans ce pays, non seulement, de par l'inégalité créée, sapent la promesse républicaine, c'est-à-dire celle de l'égalité, c'est déjà suffisamment grave, mais surtout nous coûtent un pognon de dingue. Chaque année, ce sont des dizaines de milliards qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État parce que ces gens-là sont imposés ou taxés à peu près à la moitié de ce qui est de l'imposition des Français. Excusez-moi. Voilà, c'est des ultra-riches qui payent moitié moins d'impôts que la plupart d'entre vous ici. Pour ceux qui payent d'impôts, quand je dis impôts, je parle de tous les impôts globaux, etc. Bien, le macronisme, c'est ça, et c'est ça qu'ils ont voulu imposer. C'est ça qu'ils ont voulu maintenir. Ils y sont arrivés d'ailleurs parce que dans ce budget, contrairement à ce qui est dit, il y a moins d'argent pris aux ultra-riches qu'il y en avait l'an dernier. Donc le résultat, il est là. Voilà le budget qui n'a pas été censuré. Bon, au-delà de ça, sinon, évidemment, comme il faut réduire les déficits, c'est sur nous tous qu'on entend les réduire, alors que si vous avez bien compris ma démonstration, les déficits se sont créés parce qu'il y avait moins de recettes qui sont ces cadeaux fiscaux aux plus riches. Alors comment on nous le fait payer? Eh bien, par exemple, avec 35 milliards de baisse de dépenses publiques sur les services publics, sur différents ministères absolument essentiels qui prennent absolument très cher, le sport, la culture, le travail, l'économie, l'aide au développement, etc., etc., et j'en passe. Il y a 3 ministères qui gagnent un peu plus d'argent, qui sont, vous le savez, la défense, la justice et la sécurité. Tout le reste, évidemment, se serre la ceinture, et encore plus les opérateurs. Cette politique, c'est aussi une politique, je n'hésite pas à le dire, écocidaire. Il n'y a pas que Donald Trump qui est en train de prendre des mesures écocidaires pour la planète. Quand vous avez des économistes, je pense par exemple à Pisani-Ferry, qui n'est pas un insoumis, c'était l'ancien économiste de Emmanuel Macron en 2017, explique que pour respecter seulement les accords de Paris, il faudrait 37 milliards de plus d'investissements publics par an, publics, et autant pour le privé, et que dans le même temps, depuis 2 ans, les budgets de l'environnement baissent de plusieurs milliards dans ce pays, notamment les fonds verts qui sont absolument indispensables pour les collectivités, puisque c'est ça qui amorce justement les investissements en matière écologique dans les collectivités, qui ont baissé de 75% en 2 ans,
eh bien, je n'hésite pas à dire que c'est une politique écocidaire. Alors, il ne faudra pas s'étonner après et avoir des larmes de crocodile. Quand l'été, nous allons subir des méga-feux qui vont remonter de plus en plus vers le nord, et quand en hiver, nous avons des inondations qui sont absolument terribles et qui sont en train d'inonder la moitié de ce pays. Tout ça est dû à cette politique. Et si on avait besoin de chiffres pour nous le prouver, eh bien, tout simplement, on regarderait aujourd'hui la baisse de gaz à effet de serre. Normalement, il faudrait 5% de baisse par an pour respecter les accords de Paris. On les avait presque tutoyés. Et là, maintenant, il n'y a plus que 1% de baisse. Autrement dit, le fait de ne pas avoir à investir dans l'écologie a évidemment des caractéristiques absolument terribles et qui sont, je le répète, écocidaires. Parce que s'il y a bien une dette que nous ne devons pas transmettre à nos enfants et petits-enfants, c'est la dette écologique. Celle-là, elle n'est pas négociable, elle n'est pas contournable, elle n'est pas annulable. Alors, quels sont les acquis du Parti socialiste? Parce qu'ils nous ont dit qu'on a quelques acquis pour éviter de voter la censure. Il y en a un, c'est peut-être le plus gros, quoi. Je dis c'est le plus gros parce qu'il a servi plusieurs fois. Voilà. C'est les fameux 4000 postes d'enseignants non supprimés. Alors, ils l'ont vendu avec François Bayrou. François Bayrou avait dit pas de censure, les 4000 postes d'enseignants non supprimés qui étaient déjà prévus dans le budget l'an dernier ne seront pas supprimés. Manque de chance, ils sont dans le budget là, cette année. Et le Cornu a dit votez pas la censure et les 4000 postes d'enseignants ne seront pas supprimés. Manque de chance, évidemment, les 4000 postes d'enseignants sont supprimés, il y en a même 5000. Et en échange, pour essayer, de tirer le chaland, on nous dit qu'on va créer, je crois, 400 postes d'AESH. Alors non pas que les 400 postes d'AESH ne soient pas indispensables, au contraire. Mais sauf que chacun sait qu'en réalité, le métier d'AESH est tellement précaire, tellement mal payé. C'est la raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait un corps de fonctionnaires d'AESH, parce qu'il faut savoir ce que l'on veut sur la question d'intégrer les enfants en situation de handicap. Mais en plus de ça, c'est tellement mal payé que souvent, c'est des postes qui sont ouverts et qui ne sont pas créés. On nous a dit aussi les étudiants vont payer leur repas 1 €. C'est bien, positif. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, on l'avait demandé, etc. Et puis ils ont dit on va augmenter un peu les bourses. Mais alors il y a un petit problème. C'est que le coût de l'augmentation des bourses et du repas à 1 €, c'est 140 millions d'euros. Et puis le budget qui a été dégagé, c'est 50. Alors soit ils ne le feront pas, soit ils vont le prendre ailleurs. C'est-à-dire que les étudiants vont manger un repas à 1 €, certes, mais d'un autre côté, leurs amphis seront toujours plus bondés, les logements du Crous toujours plus inaccessibles, etc., etc. Autrement dit, c'est quelques miettes qu'on vous met dans la poche, et puis on vous prend on sort des baguettes de l'autre, quoi. Et c'est la même chose sur la prime d'activité, soi-disant 50 € de plus. On peut s'interroger d'ailleurs sur la prime d'activité, hein, parce que je ne suis pas d'accord que ce soit l'État qui paye les salaires que devraient payer les entreprises. Bon, mais en plus de ça, par ailleurs, on prend beaucoup au service public, on prend par exemple beaucoup au compte formation, qui fait que maintenant les jeunes ne pourront plus, par le compte formation professionnelle, avoir un permis de conduire, ce qui était quand même assez pratique, notamment dans pas mal de régions rurales, etc. etc. Donc là aussi, c'est un jeu dupe. Et puis, dernier mot sur ce budget, mais tu l'as dit tout à l'heure, Olivier, c'est l'aspect discriminatoire. Je voudrais quand même y revenir. Parce que le fait de ne pas censurer le gouvernement fait qu'il y a des mesures dans ce texte qui sont la reprise, non pas du programme du Rassemblement national, mais du Front national. Le fait de réserver les APL, ou du moins d'exclure des APL, les étudiants extra-communautaires, c'est-à-dire de décider désormais que les aides sociales sont déterminées par la nationalité, c'est la préférence nationale de Jean-Marie Le Pen, évidemment poursuivie par Mme Le Pen. Le fait d'augmenter les droits de timbre pour les étrangers, simplement pour qu'ils puissent acquérir leurs papiers ou même acquérir la nationalité française, qui ont explosé, c'est évidemment une discrimination extrêmement forte et qui est surtout un signe vis-à-vis de l'extrême droite. Alors pour tout vous dire, on a fait un recours au Conseil constitutionnel. On espère que demain on gagnera sur ces aspects. Suivez bien les informations parce que c'est important pour plein de gens, hein, concrètement. Mais évidemment, voilà ce qui a permis, ces décisions de ne pas censurer le gouvernement Lecornu et de nous faire supporter
un an de plus de macronisme. J'allais ajouter aussi, ça passe un peu plus inaperçu, c'est que ce gouvernement qui dit respecter, qui nous critique comme quoi nous ne respecterions pas le fonctionnement de l'Assemblée, bonjour, 32-49-3, mais ce gouvernement continue à ne pas faire voter l'Assemblée. Parce que là, il y a un document essentiel qui est en train de passer par décret. C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui, par exemple, va lancer le programme de 6 EPR, peut-être plus par la suite, sans que les Français, sans que la représentation nationale choisissent de pouvoir voter. Au moment même où un rapport de la Cour des comptes s'interroge sur la viabilité économique de ce programme nucléaire et explique qu'il a augmenté de 40% en 2 ans, c'est-à-dire plus de 85 milliards, ce qui interroge évidemment aussi sur sa rentabilité financière. Et tout ça passe par décret. Comme si, et le Premier ministre ose dire, mais ils ont assez débattu. Vous savez, ça fait penser au roi de France qui, disons, ils ont assez discuté. Voilà. Il a essayé de faire ça avec les États généraux en 89, ça s'est mal terminé, vous avez remarqué. Bien. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et donc, ce bulletin, ça sert à censurer tout ça. Tout ce que je viens de vous citer. Mais ça sert aussi, je l'ai dit tout à l'heure, à censurer ou à combattre le monde de Trump. Et quand je dis ça, je suis raisonnable. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est dit le gouvernement, le corps nu, une fois que le Parti socialiste a décidé de lui offrir une respiration artificielle de plus d'1 an ? Il s'est dit, nous sommes tranquilles pendant 1 an. Maintenant, il n'y a plus de raison d'être censuré, puisqu'ils vont faire passer les textes les plus horribles les uns que les autres. Hein ? On a vu, alors là, pour vous dire, on a regardé le programme de avril jusqu'à juin, ce ne sont que des textes sécuritaires. Que ça. Et ils vont les faire passer avec une majorité qui va du bloc central au Rassemblement national. Des textes pires, tous pires, les uns que les autres. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il se dit ? Il dit, on est tranquille pendant 1 an, donc on va pouvoir préparer les élections présidentielles. Quel est le problème des élections présidentielles pour eux ? Le caillou dans la chaussure, c'est pas le Rassemblement national très fort. Ça, rappelez-vous que dans les objectifs que s'était donné Emmanuel Macron en 2017, il y en avait 3. Plus de SDF dans ce pays. Bonjour. Le chômage baisse, il est en train de remonter à plus de 8%. Et puis, réduire l'extrême droite. Et elle n'a jamais été aussi forte. Alors, comme son bilan est excellent en la matière, il s'est dit que s'il ne pouvait pas réduire l'extrême droite, il fallait réduire ses plus forts opposants, c'est-à-dire nous. Donc voilà ce qui est entrepris depuis maintenant plusieurs semaines. C'est-à-dire affaiblir, voir s'ils le peuvent éliminer, la principale force de gauche dans ce pays, la seule capable de s'opposer au Rassemblement national. C'est ça qui est en question. Et ce que nous vivons, ce que nous sommes en train de vivre depuis vendredi, ne croyez pas que cela a démarré vendredi. Ça a démarré avec M. Nunez, ministre de l'Intérieur, qui explique qu'il fallait nous classer à l'extrême gauche. La question n'est pas le terme extrême gauche. Moi, j'ai un profond respect pour les organisations d'extrême gauche. Naturellement, nous n'avons pas la même stratégie, notamment par rapport aux élections. Mais vous comprenez que quand ils veulent nous classer extrême gauche, c'est de façon à nous marginaliser et de faire en sorte que nous ne soyons plus une alternative. Et puis surtout, c'est les arguments pour lesquels, au départ, ils voulaient nous classer extrême gauche. Alors, il y en avait un premier extraordinaire. On voulait trop censurer le gouvernement. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui demandent à l'Assemblée de voter ? Le gouvernement fait des 49-3 et vous voulez voter, mais c'est quand même sidérant. Donc ça, c'est la première raison qui laisse un peu rêveur. La deuxième, a-t-il dit, c'est que nous nous en prendrions trop, décidément ce soir, excusez-moi, aux institutions. Il commence même par l'institution judiciaire. Alors ça, d'un gouvernement, ou en tout cas gouvernement héritier de celui de 2019, dont à l'époque le ministre de l'Intérieur manifestait avec des policiers devant l'Assemblée nationale pour dire le problème de la police, c'est la justice, c'est quand même fort de café. Et je dois rappeler quel est l'honneur de France Insoumise d'avoir été la seule formation politique ce jour-là à refuser de manifester à côté des syndicats policiers factieux. La deuxième raison, nous dit-il, c'est que nous ne serions pas suffisamment universalistes. On sait ce que ça veut dire. C'est qu'on est antiraciste. Voilà ce qui nous est reproché. Et d'ailleurs, les arguments sont quand même assez extraordinaires. Ils ont pris notamment appui sur un meeting où j'étais, moi, à Saint-Denis, dans ma circonscription. On risque de gagner Saint-Denis, je vous signale, qui est la deuxième ville d'Île-de-France. Et où le premier, d'ailleurs, ils ont retenu que Sébastien Delogu. Comme par hasard, moi,
ils ne reprennent pas mes paroles, mais Sébastien, ils reprennent parce que ça doit être plus facilement attaquable, vu qu'il vient des quartiers nord de Marseille. Et nous avons dit l'un et l'autre, dans ce département très populaire, où donc les classes populaires sont souvent issues de l'immigration la plus fraîche, et en l'occurrence les immigrations qui venaient des anciennes colonies françaises, nous avons dit, si on veut que nos élus, pas seulement des élus au milieu des listes, mais les têtes de liste, ressemblent à la population, soit celle des classes populaires, il faut que ça va se voir. Inévitablement, il suffit de regarder la Seine-Saint-Denis pour le comprendre, et nous avons donc dit que nous serions fiers, effectivement, que la deuxième ville d'Île-de-France bientôt est un maire qui soit noir de peau à la tête. Alors là, ils nous ont dit, ah, mais comment ça? Vous faites une sélection sur des critères raciaux. Mais ces gens-là n'ont pas compris une chose. C'est que nous, ce que nous demandons, ce que nous exigeons, et si nous ne faisons pas, personne ne le fera, et Dominique l'a très bien dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte de rendre visibles les invisibles, de faire en sorte de rendre visibles tous ceux qui, depuis maintenant des décennies, parce qu'ils vivent des discriminations raciales, parce qu'ils vivent des discriminations religieuses, mais parce que aussi ils souffrent des discriminations sociales, parce que ce sont les mêmes qui se superposent, sont laissés pour compte dans la vie politique de ce pays. Voilà ce que nous aspirons. Et oui, nous souhaitons que des Rafiq, conducteurs, j'ai compris que c'était dans le privé, Rafiq, j'allais dire cheminots, enfin cheminots c'est pas mal quand même. Nous souhaitons effectivement présenter des candidats comme ça partout et qu'ils soient maires, et nous le revendiquons. Troisième raison, nous a-t-il dit, alors là, c'est peut-être la meilleure, on voudrait sanctionner le PS en présentant des listes municipales. Moi, je vous assure, Nunez a dit ça. Alors là, les bras m'en tombent. Ce qui nous définit à l'extrême gauche, c'est, à partir du moment où, je vous le rappelle, le Parti socialiste avait exclu toute alliance avec nous, faire en sorte que, du coup, on se présente, quoi. C'est un peu normal, quoi. Vu les résultats qu'on a à peu près un peu partout, c'est un peu normal qu'on essaye de faire en sorte que nos électeurs votent pour des listes de rupture et des programmes de rupture. Eh bien, ça nous caractériserait comme d'extrême gauche. Voilà la manière dont nous avons commencé à être attaqués il y a quelques semaines. Évidemment, il y en a un de plus, mais ça, on la connaît. C'est un classique que Emmanuel Macron a recommencé ce week-end, c'est que nous serions antisémites. Bien évidemment. Nous serions antisémites puisque nous nous permettrions de pointer la politique génocidaire et colonisatrice du gouvernement israélien et que, je suppose, cela doit donner quelques complexes à un gouvernement français qui n'arrête pas de dire qu'il s'y oppose, mais qui ne fait absolument rien pour qu'il s'y oppose et qui, au contraire, traite les opposants à cette politique d'antisémites. Bon, tout ça ne pouvait pas suffire. Donc, évidemment, je vais aborder le sujet, je pense, sur lequel vous m'attendiez. Ils ont, depuis ce week-end, un prétexte, qui est la mort absolument terrible d'un militant d'extrême droite, un militant de l'ultra-droite, Quentin, sur lesquels nous avons été clairs dès le début. Nous avons été clairs dès le début parce que, nous le disons, France Insoumise a toujours rejeté la violence politique, parce que la violence politique n'est jamais une solution et que c'est nous, à la fin, qui perdons quand elle est utilisée dans l'histoire, on va dire, du mouvement ouvrier. Donc oui, nous l'avons dit, nous rejetons la RIX qui a opposé deux groupes à Lyon, je dis bien deux groupes, parce qu'on s'aperçoit que les gentils accompagnateurs de Némésis étaient quand même sacrément armés, barres de fer, casques, etc., et que nous rejetons cette forme de violence qui concerne, à mon avis, dans l'affaire ouverte par le procureur, le côté délictuel de cette affaire. Mais nous disons que si nous le rejetons, nous espérons bien que le procureur va s'intéresser quand même pas seulement à un groupe, mais au groupe qui était là, soi-disant, pour protéger Némésis, et quand on connaît la manière dont Némésis agit, en réalité, c'est de venir faire une provocation, là en l'occurrence, devant la porte de l'université dans laquelle Rima Hassan fait une conférence, et puis tout d'un coup arrivent des groupuscules nazillons, armés, etc., qui viennent semer la terreur. Ce jour-là, il y a eu donc cet affrontement, et nous rejetons cette violence. Et évidemment, nous condamnons encore plus fortement la manière dont elle s'est terminée, c'est-à-dire le fait de s'en prendre à un homme à terre, parce que ça, ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas nos principes, et c'est quelque chose qui ne sont pas d'ailleurs non plus les valeurs et les principes de l'antifascisme. Une fois dit ça, je le dis très clairement, puisque c'est la question qui est posée.
même si parmi ces personnes, il y a des ex-militants de l'ex-Jeune Garde. Tout cela ne vaut pas condamnation du rapprochement que nous avons eu avec la Jeune Garde pendant des années. D'abord parce qu'elle est dissoute, et que justement, à partir du moment où elle est dissoute, elle ne s'organise plus en tant que corps constitué. Et si nous avons eu des rapprochements avec la Jeune Garde, c'est parce que justement, dans le milieu antifa, la Jeune Garde théorisait sur une politisation très forte de la lutte antifasciste, sur le fait de protéger, défendre, jamais attaquer, et même sur le fait de procéder à l'éducation populaire. D'ailleurs, j'ai remarqué quand même que Carole Degas avait dû trouver ça pas si mal pendant un certain temps, puisqu'elle avait invité Raphaël Arnaud à un stage de formation contre l'extrême droite il y a encore très peu de temps. La CGT l'a fait, et Europe Écologie l'a fait également. Donc, bien évidemment, on voit bien quel est là où on veut nous entraîner et la manière dont on veut utiliser cette malheureuse affaire, ce drame, et de ce qu'on veut nous imputer. Tout le monde sait que nous sommes non-violents. Ça fait maintenant plusieurs semaines que nos meetings sont régulièrement attaqués par Nous Vivrons, Némésis et autres. Dans l'enceinte même de nos meetings, tout le monde est témoin que pas une de ces personnes qui est intervenue dans nos meetings n'est pas sortie indemne, sans aucune blessure, de nos meetings, malgré la perturbation qu'ils ont voulu occasionner. Parce que justement, nous sommes responsables et nous voulons procéder ainsi. Ce qui, d'ailleurs, m'interroge sur quelque chose qui, quand même, est aussi un des vrais scandales de cette histoire, c'est que comment ça se fait que nous sommes la seule organisation politique représentée à l'Assemblée nationale qui, lorsqu'elle fait des meetings, des réunions publiques, des conférences de Rima Hassan, lorsqu'elle prévient la police, eh bien, vous pouvez avoir comme ça des gens qui viennent dans nos meetings, des gens qui se mettent devant une porte avec des banderoles sans que la police ne soit là. C'est vrai de dire que si la police avait été là à Lyon comme nous lui avions demandé d'être, comme l'IPE de Lyon lui avait demandé, très certainement, aujourd'hui, nous ne pleurerions pas la mort d'un jeune homme de 23 ans et nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, que le gouvernement attaque, parce qu'ils se sont responsables de cette situation. Bien, tout ça sert à une chose évidente, c'est un appel à nous affaiblir, s'ils le peuvent, à nous dissoudre. Je suis très sérieux quand je dis ça. Les déclarations que j'ai entendues hier à l'Assemblée nationale des membres du gouvernement laissaient de ce point de vue-là peu, finalement, de doute. Et ce que j'observe, c'est que, mais c'est un peu la manière de s'organise la politique dans ce pays, en tout cas pour les forces de droite, et c'est très large quand je dis droite, c'est que tout a commencé par les attaques de l'extrême droite, a continué par les membres du gouvernement, et puis s'est poursuivi avec le Parti socialiste, ou en tout cas certains membres du Parti socialiste. Ces gens-là, en faisant ça, évidemment, n'en ont rien à faire de l'état de droit. Hier, nous avons entendu à l'Assemblée nationale des choses proprement délirantes par rapport à l'état de droit. Emporté par son élan, M. Darmanin, ministre de la Justice, a expliqué qu'il n'hésiterait pas à poursuivre des élus pour des motifs politiques. M. Lecornu, tourné vers le Rassemblement national, vers lequel il cherchait une adhésion qu'il a d'ailleurs très largement reçue, puisqu'il a eu une standing ovation qui allait du bloc central jusqu'au Rassemblement national à plusieurs reprises hier, explique que si des conférences dans des universités risquent de produire des violences, tout ça parce qu'il ne les a pas défendues, eh bien il fallait interdire non pas ceux qui viennent perturber ces conférences, mais les conférences. Alors fort heureusement, il y a aujourd'hui la conférence des présidents des universités qui a rappelé que les universités étaient aussi un lieu d'expression. J'espère au moins que de ce point de vue-là, ça sera plus raisonnable. Et puis ce matin, Maude Bréjon. Alors là, Maude Bréjon, elle a fait très forte. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui explique que nous devrions exclure de nos rangs Raphaël Arnaud. Je dis ça parce que ce n'est pas banal. Vous avez l'exécutif, alors qu'il y a une procédure judiciaire en cours pour des affaires délictuelles et criminelles, eh bien, explique à l'avance qu'elle considère que quelqu'un est coupable et que, d'une certaine manière, elle entend faire pression sur la justice pour essayer de le démontrer. C'est une manière, évidemment, de ne pas respecter l'état de droit. Alors, à partir de là, je demande qui sont les violents.
Est-ce que les violents, c'est ceux qui ne respectent pas le suffrage universel en juillet 2024 et font 32-49-3, qui empêchent l'Assemblée nationale de voter? Ou est-ce nous? Est-ce que les violents, c'est ceux qui organisent la répression sociale la plus importante de la Ve République contre les Gilets jaunes, contre les mouvements de retraite, contre les mouvements écologiques? Ou est-ce nous? Est-ce que les violents, ce sont ceux qui veulent désormais faire en sorte que la police ait un droit de tirer dans un système de présomption de légitime violence, comme ils veulent le faire passer, défense à l'Assemblée, décidément, défense à l'Assemblée, ce qui est exactement l'argument utilisé par Trump pour justifier que ICE ait tué ce manifestant de 37 ans à Minneapolis? Où est-ce nous? Est-ce que les violents sont ceux comme le ministre Nunez, qui l'autre jour nous dit « Mais comment vous osez parler de contrôle aux faciès ?» alors qu'une étude des défenseurs de droit montre que selon que vous soyez présumé noir ou arabe, vous avez 4 fois plus de risque d'être contrôlé et 12 fois plus d'être contrôlé dans ce qu'on appelle un contrôle poussé. Où est-ce nous? Qui sont les violents? Est-ce que c'est cette droite qui appelle, comme l'avait fait Retailleau, à chasser les femmes voilées et qui faisait le tri entre les Français de souche et les Français de papier, qui est une expression vichysoise? Où est-ce nous? Est-ce que les violents sont ceux qui, comme je viens de le démontrer, sont en train de déchirer les règles de l'état de droit? Où est-ce nous? Alors, je dois le dire aujourd'hui de manière assez solennelle, parce que cette journée n'est pas une journée comme une autre. Tous ceux qui sont en train de nous attaquer et de faire un lien entre la principale formation de gauche qui a toujours prôné la non-violence et la mort de ce jeune homme sont responsables de tout ce qui est en train de nous arriver. Il y a les mots et il y a ceux qui transforment les mots en actes. Depuis vendredi, les locaux d'LFI à Metz, à Castres, à Bordeaux, à Rouen, à Tours, à Belfort ont été dégradés. Les permanences parlementaires d'Aurélien Lecoq, Nathalie Oziol, Anne Stambach-Thérénoir, Antoine Léaumont, Andy Kerbrat, le siège national d'LFI aujourd'hui avec une alerte à la bombe, ont été soit attaqués, soit dégradés. Nous avons reçu des tags, des menaces de mort sur plusieurs de nos têtes de liste municipales. Plusieurs de nos élus, Sophia Chikirou, Rima Hassan, Sophie de la Rochefoucauld, Assa Traoré, moi-même aujourd'hui, ont reçu des menaces de mort très explicites sur nous et nos familles. Nous avons des personnes cagoulées qui ont attaqué des militants insoumis sur un marché du 12e à Paris ce week-end, et je viens d'apprendre à Toulouse aujourd'hui même. Oui, tout ce qui peut arriver, je le dis très sincèrement, et c'est pour ça que tout le monde doit faire très attention désormais, on peut à un moment donné craindre le pire. Les gens qui ont décidé de nous attaquer tels qu'ils nous attaquent, de Hollande à Bardella, sont responsables de cette situation. Et ça me permet, du coup, parce que malheureusement, ils sont peu, de saluer ceux qui se disent solidaires avec nous. Je pense à Stéphane Peu, président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Je pense à Sandrine Rousseau, députée écologiste, et aujourd'hui à Marie-Christine Garin, elle, une de ses collègues écologistes. Mais on le voit, c'est trop peu. On le voit, c'est trop peu parce que, ne nous y trompons pas, ce qui est en train de se passer, et si je faisais une analogie avec Trump tout à l'heure, ce n'était pas hasard. C'est exactement ce qui s'est passé avec Trump sur l'affaire Charlie Kirk. Quand Kirk a été assassiné, Trump a mis en question tout ce qu'il appelle la gauche radicale aux États-Unis, qui pour lui va de la gauche du Parti démocrate à l'extrême gauche. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour faire en sorte de diaboliser, criminaliser toute opposition en réalité démocratique à ce type de pouvoir autoritaire. Alors il faut le dire, j'ai parlé de ce qui nous est arrivé. Mais peut-être que le pire, c'est la manière dont finalement il banalise l'extrême droite. On n'est plus dans le nini. On est aujourd'hui, et y compris de la part
de députés socialistes, dans le plus rien avec LFI, avec qui il faudrait faire, j'ai entendu un ex-député socialiste le dire tout à l'heure, David Habib, expliquer qu'il faudrait faire un cordon sanitaire. Est-ce que je dois rappeler que depuis 2022, il n'y a eu aucune minute de silence à l'Assemblée. Il n'y a eu aucune émission spéciale sur les émissions de télé consacrées. Il y a eu, du fait de l'extrême droite, de militants d'extrême droite, ou en tout cas de personnes se revendiquant très clairement de l'extrême droite, 11 morts dans ce pays et 19 blessés graves. Est-ce que je dois rappeler d'abord l'assassinat de Martin Aramburu, rugbyman argentin en 2022? Est-ce que je dois rappeler la mort de Mamadou Cissé à Charleville-Mézières? Est-ce que je dois rappeler la mort? Il a été écrasé par les gens du milice raciste de Djamed Bedjala, près de Dunkerque. Est-ce que je dois rappeler la mort d'Aboubacar Cissé à la Grand-Combe, pour lequel le ministre de l'Intérieur n'avait même pas voulu se déplacer devant la mosquée où cette personne avait été assassinée? On ne les compte plus. Et si on veut même parler de Lyon, puisqu'on est en train d'essayer de nous dire que les antifas seraient des terroristes, etc., mais la situation à Lyon, on la connaît. C'est que ça fait maintenant des années qu'il y a des groupes de nazillons qui sèment la terreur à Lyon, qui blessent. C'est même pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu des organisations de protection d'antifa, parce que la police n'intervenait pas. Je ne vais pas vous faire l'énumération, mais elle est flagrante et elle se termine en blessés très graves. Elle ne se termine pas qu'en blessés très graves, puisqu'en janvier, c'est passé totalement inaperçu. Il y a un jeune qui s'appelle Ismaël, qui a été retrouvé noyé dans un étang et que la police a ouvert une enquête pour crime raciste. Tout ça passe totalement inaperçu. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors oui, je prends de manière assez grave le fait que Bardella puisse aujourd'hui estimer dans sa conférence de presse qu'il pouvait en appeler à un front commun contre France insoumise. Je le prends comme quelque chose de grave, ceux qui réclament l'interdiction des antifas. Certains même parlent de les classer dans le terrorisme. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Antifa, ça veut dire antifasciste. C'est-à-dire ceux qui s'opposent à la résurgence de mouvements qui ont amené la Shoah, les dictatures les pires de l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, des États totalitaires. Et ce seraient eux maintenant, dans une espèce d'inversion de l'histoire absolument abominable, qu'il faudrait pointer du doigt et considérer que des groupes d'extrême droite, d'ultra-droite, parfois liés à des partis d'extrême droite, sont aujourd'hui, quelque part, méritent une reconnaissance quasiment. Tout ça est quelque chose d'absolument sidérant. Sidérant, comme Olivier Faure l'a fait aujourd'hui dans une note de blog, de mettre à dos antifascistes et fascistes. Je mesure les paroles, je m'adresse à Olivier Faure, je ne sais pas s'il se rend compte de ce qui se passe, parce que ce genre de procédé, on l'a connu. En 1932, en Allemagne, il y a eu exactement les mêmes circonstances. Ça a été exactement la même manière dont le cercle de la raison de l'époque, l'hypercentre de l'époque, a préféré Hitler au Front populaire et a accepté toutes les provocations nazies pour faire en sorte, y compris au bout d'un moment, d'interdire le Parti communiste allemand. Voilà les objectifs qui sont les leurs. C'est de nous affaiblir, de nous éliminer. J'ai même entendu François Hollande qui a dit ce matin, non sans rire, revenu de je ne sais où, élu par nos voix, sur notre programme, qu'il n'a aucun moment respecté. Il n'a pas honte. Franchement, il n'a pas honte. J'ai même entendu François Hollande dire qu'il ferait tout pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national. Mais est-ce que François Hollande pense sincèrement qu'un seul des électeurs, des 22% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2022, vont aller mettre un bulletin de vote pour celui qui nous a donné Macron dans ce pays? Est-ce que les socialistes, revenus sur une ligne d'accompagnement, pensent que le peuple de France a la mémoire d'un poisson rouge et ne se souvient pas qu'ils ont accompagné toutes les politiques néolibérales jusqu'à ce que nous les sauvions par l'accord du nouveau Front populaire? Oui, ces gens-là sont irresponsables parce qu'ils ont décidé, pour essayer de sauver le système qu'ils défendent tous, de faire en sorte d'éliminer la force que nous représentons, et pense-t-il de se retrouver ensuite face au Rassemblement national?
Mais le problème, c'est qu'ils se feront dévorer par le Rassemblement national. Ou alors certains même s'allieront, comme c'est déjà en train de se faire. Voilà la situation qui est devant nous et à laquelle nous avons affaire. Mais sachez-le, je pense notamment à la gauche, justement, dans les années 30 en Allemagne, nous avons des bases populaires beaucoup plus importantes. Nous avons un poids beaucoup plus important. Nous avons de quoi résister et reconquérir le pouvoir de manière beaucoup plus importante. Et comme nous savons qu'en réalité, tout ce qui est en train de se faire là, cette opération politicienne minable, sordide, électoraliste, pour eux commence au municipal. Parce qu'ils ont bien vu que nos meetings étaient remplis. Et que la question pour eux, c'est de faire en sorte que nos élections municipales ne nous servent pas ensuite de tremplin pour les présidentielles. Alors je vous le dis, la meilleure réponse que nous avons à leur donner, c'est celle du peuple, c'est celle du suffrage universel, c'est celle que nous allons chercher dans cette campagne pendant encore un mois, parce qu'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que eux, ce suffrage universel, ce vote, quand je dis eux, c'est ce que j'appelle l'extrême centre, ils n'iront pas le reconquérir. Il n'y a que nous qui pouvons faire en sorte de redonner des bases qui nous permettront de résister pendant ces municipales et de partir en reconquête dans un an, en 2027. Qu'il ne compte jamais sur le fait que nous baissions la tête. Nous ne baisserons jamais la tête. Jamais la tête devant leurs provocations, devant leurs coups fourrés minables. Et qu'ils attendent le 15 et le 22 mars, parce que je reste pour ma part persuadé qu'à Dijon, avec Dijon populaire, avec toi Olivier, avec toi Dominique, nous allons créer partout des surprises, gagner des villes, gagner des milliers d'élus municipaux qui vont permettre que la vie des gens s'améliore maintenant, localement, avant que nous la transformions pour de bon en 2027. Merci.